Bonjour à tous les deux. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du café juridique sur le thème comment faire des villes africaines des smart cities. Alors pourquoi un café juridique sur ce thème-là? Tout simplement parce que quand on fait des projections, notamment sur 2050, les villes africaines en tant que centre urbain vont cumuler une forte croissance en termes de population. Et s'il y a une forte croissance en termes de population, forcément, cela implique, cela a des implications, notamment en termes de l'accroissement du coût de la consommation d'énergie, notamment en termes d'accroissement des besoins. Allô, je ne sais pas si vous m'écoutez, si on s'entend très bien. Oui, 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 très bien. Notamment en termes d'accroissement des besoins alimentaires, etc. Euh, Maintenant, l'objectif à travers ce café juridique, c'est d'essayer de voir comment est-ce que les villes africaines pourraient s'arrimer ou alors se transformer en smart cities. Pourquoi? Parce que face à ces prévisions de croissance en termes de population, de notre point de vue, maintenant, peut-être qu'on se trompe, mais de notre point de vue, l'une des solutions adéquates pour faire face à cette préoccupation-là, c'est que les villes africaines puissent se transformer en smart cities. Donc en fait, voilà, ça c'était juste pour planter le décor par rapport à la rencontre de ce jour. Et maintenant, je voudrais, avec votre permission, bien entendu, si vous n'avez pas d'inconvénient, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, embrayer avec la première préoccupation, à savoir s'il fallait commencer cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Frédéric Tchoungui? Qui est Philippe Missy? Vous avez la parole. Je te laisse y aller, comme j'étais connecté le premier. Ah, ok, d'accord. Bonjour, je suis Missy Philippe. Je suis ingénieur en sciences du développement et expert sur diverses questions de changement climatique, notamment les solutions d'atténuation, d'adaptation aux effets du climat, les solutions de mainstreaming entre les risques des désastres et l'adaptation aux effets du changement climatique. Et tout ce qui est action de transparence, que ce soit la transparence sur les émissions de gaz à effet de serre, les actions de mitigation, les finances, le renforcement de capacités et divers supports sur le climat. Merci. Merci Philippe. Frédéric? Alors, donc merci tout d'abord de nous recevoir aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir parler de cette thématique des smart cities parce que c'est vraiment un enjeu important dans le futur de manière générale. Donc moi, je m'appelle Tchoungui Frédéric, je suis à l'heure actuelle le coordinateur à l'EUTech en Allemagne. Donc l'EUTech, c'est une organisation qui a été cofondée par l'Union européenne et aussi une grosse entreprise en ingénierie. Donc moi, je m'occupe beaucoup du volet transformation digitale et smart cities. Donc concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en place des consortiums de discussion sur le développement des villes européennes, mais aussi africaines. Donc nous réunissons des experts sur la question et nous travaillons sur des projets qui visent à mettre en place des applications, des projections aussi sur comment développer donc ces smart cities et faire en sorte qu'elles soient le plus efficaces et efficientes possible. Sinon, pour mon background personnel, bon, j'ai travaillé aussi dans le monde de la finance à Paris. Je travaillais en politique aux États-Unis et sur des projets de développement, donc aussi sur le continent africain de manière générale. Et je suis aussi auteur d'un livre, Out of My Comfort Zone, qui traite de divers aspects aussi du développement des villes aussi. Voilà à peu près pour ma présentation. Merci. Merci Frédéric. Nous allons embrayer avec la préoccupation suivante.
puisqu'on parle des smart cities, peut-être ce serait bien de commencer par définir à quelle réalité renvoie cette notion ou ce concept. Alors, qu'est-ce qu'une smart city? J'y vais ou Philippe Oui, vas-y. Ok. Alors, donc, bon, moi, la définition que je donnerais au vu des travaux que nous avons menés donc, dans mon département. Alors, pour moi, les smart cities, c'est l'endroit où se mêlent intelligence collective et intelligence artificielle. Plus précisément, remettre l'humain au cœur de la ville, trouver des solutions technologiques et des approches centrées sur les besoins des individus, tout en mêlant donc technologie et développement durable. Il aussi apporter une dimension donc en intégrant l'impact de la transition numérique et aussi la vision que nous avons du développement des territoires. Mais toujours, j'insiste bien, en mêlant ville intelligente et ville durable. Voici pour ma présentation. Merci. Merci Frédéric. Philippe? Ok, merci beaucoup. Donc, je continuerai en disant, c'est associer, faciliter l'ensemble des services qu'une ville peut offrir à la population en utilisant le numérique, c'est-à-dire la simplification des services de transport, des services d'alimentation, des services énergétiques et de l'habitat, etc., en utilisant le numérique tout en, tout en regroupant l'ensemble de ces services-là aux services environnementaux, tout en les alliant et tout en tout en facilitant l'atteinte des divers objectifs de développement durable dans les villes également. Merci. Merci Philippe. Et merci à tous les deux pour ces éléments de définition du concept ou alors de la notion de Smart City. Ensuite, on a une autre préoccupation. Au cours d'un café juridique tenu l'an dernier sur le thème de la construction durable, évoquant la gestion de l'approvisionnement en énergie des ménages, Nia Yumbi, promoteur de Neolec, structure spécialisée dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, relevait que la gestion de la consommation énergétique des ménages serait l'un des principaux enjeux des villes au cours des prochaines années. Partagez-vous ce point de vue? Philippe me permet, je vais y aller en premier. Alors, moi, je pense que, premièrement, ce n'est pas une question le challenge n'est pas au niveau des ménages de manière générale. Le challenge est surtout au niveau des ménages les plus pauvres. C'est surtout ça, parce que je pense que les ménages riches, aisés, si je peux me permettre, n'auront pas réellement de difficultés à continuer à bénéficier de l'énergie de manière générale. Maintenant, c'est surtout les ménages les plus pauvres. Parce que, et surtout si on ressent le débat, comme nous sommes en train de parler sur l'Afrique subsaharienne, on voit que le déficit en énergie va vraiment être un problème pour les ménages les plus pauvres. Parce que vous savez les ménages les plus pauvres consacrent une grosse partie de leurs revenus en besoins énergétiques. Et nous pouvons voir aussi que donc c'est une nécessité à leur survie de manière générale. Et donc c'est pour ça qu'il faut repenser, à mon avis, la politique des villes, très importante, que les gouvernements, donc nos gouvernements subsahariens de manière générale, mettent en place des politiques qui vont subventionner et aider les ménages à pouvoir utiliser l'énergie de manière efficiente, efficace. Je le dis aussi parce que ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est que pour des tâches qui sont obligatoires, c'est-à-dire tout ce qui est cuisson, tout ce qui est aussi préservation des aliments, etc., les ménages
vont devoir faire des choix, les ménages pauvres, c'est-à-dire entre utiliser l'énergie d'une certaine manière. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser aussi l'énergie pour des tâches qui sont moins essentielles. Donc c'est pour ça que les gouvernements, les politiques publiques au niveau du partage de l'énergie doivent vraiment jouer un rôle important pour permettre donc à ces ménages pauvres de pouvoir utiliser l'énergie de manière efficiente. Donc voici pour ma réponse. Donc ce n'est pas une question de ménage, c'est surtout une question de comment faire en sorte que les ménages pauvres ne se privent pas d'énergie parce que leurs revenus ne leur permettent pas de pouvoir combler pouvoir utiliser l'énergie de manière efficace. D'accord, c'est noté. Merci Frédéric. Philippe? Ok. Merci beaucoup pour cette question. Je répondrai en commençant par dire que pour utiliser l'énergie de façon efficiente, il faut d'abord pouvoir y accéder. Tout à l'heure, avant qu'on commence le café, je signalais que j'ai pas d'électricité actuellement chez moi. Donc, le problème, avant d'arriver au niveau de la consommation d'énergie dans les villes, le problème est de savoir que pour qu'une ville fonctionne, il faudrait une production d'énergie couplée à un transport d'énergie, à une distribution d'énergie efficace. Et l'énergie efficience commence à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on se retrouve dans des situations actuelles qui sont le cas de bon nombre de nos villes en Afrique, c'est quoi? C'est qu'en termes de production d'énergie, les centrales, heureusement que nous avons quand même bon nombre de centrales hydroélectriques, mais la plupart des autres centrales qui ne sont pas des centrales hydroélectriques sont plus des centrales thermiques qui consomment du diesel et du fuel et dont l'efficacité de la technologie est vraiment très basse. C'est-à-dire que pour une quantité de fuel utilisée, vous voyez la quantité d'énergie produite. Il y a ce problème, ce premier problème. Le deuxième problème est celui du transport d'énergie et de l'efficience du transport. Les pertes liées au transport vont jusqu'à parfois 30% sur certaines lignes. De la même manière, dans le cadre de la distribution dans les quartiers, on a également des problèmes d'installation. Donc, les problèmes se posent là. Maintenant, concernant les ménages particulièrement, je dirais, étant donné que la consommation d'énergie au niveau en Afrique, particulièrement de l'électricité, je ne parle pas des autres sources d'énergie pour l'instant, je parle de l'électricité pour l'instant. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans les ménages, la consommation est déjà suffisamment faible. La consommation énergétique est déjà suffisamment faible. C'est-à-dire que si vous comparez la consommation énergétique d'un ménage à Douala par rapport à la consommation énergétique d'un ménage à Séoul, eh bien, on est de l'ordre de 7 fois plus environ. Pourquoi? Parce que à Séoul, ils ont tout ce qui est accès frigorifique, etc., climatisation, etc., etc., que nos ménages classiques, chez nous, n'ont pas. Donc, l'efficacité chez nous, dans les ménages, se mesure essentiellement au niveau des ampoules économiques à utiliser dans la plupart des cas. Aujourd'hui, nous en sommes là. Toutefois, il est clair que dans les
30 années à venir, étant donné que nous avons également pour objectif d'optimiser notre développement industriel, il est clair que la consommation énergétique des ménages dans les villes telles que Douala, Abidjan, Dakar, etc., sera complètement boostée. Et forcément, il y aura un besoin d'expliquer aux ménages de pouvoir utiliser l'énergie de façon efficiente. Mais pour l'instant, pour moi, il faut plutôt mesurer la perte, le problème d'efficience au niveau de la production, du transport et de la distribution. Merci. Merci également, Philippe, pour ces éléments d'éclairage. Pour résumer vos points de vue respectifs sur cette troisième préoccupation, du point de vue de Frédéric, c'est la préoccupation relevée par le promoteur de Neolec. Du point de vue de Frédéric, s'adresserait prioritairement aux ménages pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont des difficultés pour pouvoir s'approvisionner en énergie de manière décente. Donc ça, c'est vraiment résumer son propos. Par contre, du point de vue de Philippe, il faudrait poser plutôt le problème de l'approvisionnement, le problème, la préoccupation liée à la consommation énergétique, déjà au niveau de l'approvisionnement, du transport et de la distribution de l'énergie. Ça, du point de vue de Philippe, c'est la préoccupation actuelle, et que les préoccupations à venir seraient, et qu'ensuite, peut-être dans les années à venir, on va évoluer vers la préoccupation qui a été évoquée par le promoteur de Neolec, c'est-à-dire à savoir accompagner les ménages dans la gestion de leur consommation d'énergie. En parlant de ça, est-ce que, Philippe, on pourrait faire référence à ce qu'on observe depuis quelque temps dans les pays développés, notamment en Europe, en France, où depuis plusieurs mois, depuis la fin de l'année dernière, sauf erreur de ma part, on observe de vives recommandations de la part des dirigeants à l'endroit des populations s'agissant de la consommation de l'énergie. Ok, merci. Ça, c'est une question très pertinente et qui revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la quantité d'énergie consommée par un résident d'un pays occidental en comparaison à un résident africain. En fait, en Occident, à des moments, il y a surconsommation énergétique, je le dis, mais en réalité, ça se comprend aussi. Par exemple, actuellement, nous sommes en hiver et vous ne pouvez pas vivre sans chauffage. Donc, forcément, vous êtes appelé à consommer suffisamment de gaz pour pouvoir vous chauffer. Toutefois, si on fait une comparaison entre les consommations d'énergie des années précédentes et les consommations d'énergie en Europe l'année dernière, on comprend qu'en fait, en Occident, il est possible de consommer moins d'énergie. Le problème ukrainien, le problème de la guerre russo-ukrainienne qui aboutit au manque d'énergie, etc., confirme effectivement qu'il est possible d'en consommer moins. Alors, l'avantage que nous avons en tant qu'Africains, c'est que nous connaissons déjà l'histoire des autres, l'histoire de ceux qui consomment plus que nous. Oui. Et par conséquent, nous pouvons anticiper sur ça. Parce que eux, en réalité, ils ont eu au départ une politique de consommation sans forcément penser au départ à l'énergie efficiency qu'ils appliquaient essentiellement au niveau uniquement des grands industriels.
mais même les ménages et les PME ne les appliquaient pratiquement pas. C'est avec cette crise qu'ils arrivent à comprendre qu'en fait, tout le monde doit avoir sa contribution dans l'energy efficiency. Nous avons cette histoire, nous connaissons déjà cette histoire qu'ils ont. Nous avons donc la possibilité, étant donné que nous allons devoir consommer suffisamment d'énergie dans les prochaines années, que ce soit dans nos ménages, que ce soit dans nos très petites entreprises et industries, que ce soit dans nos petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, que ce soit dans nos grandes entreprises. Nous avons la possibilité d'anticiper sur cela et d'intégrer l'energy efficiency à la base, une politique d'efficacité énergétique à la base auprès pas seulement de nos ménages, mais de tous les acteurs que nous avons cités. C'est vraiment essentiel. Je pense que l'auteur de cette citation que vous avez relevée a entièrement raison de poser ce problème. Je pense qu'avec cette histoire que nous avons, les villes africaines peuvent plus facilement s'adapter aux besoins d'énergie prochains qui, en réalité, seront peut-être plus proches des besoins réels que des envies d'énergie. Merci. Merci également, Philippe. Pendant que vous étiez en train de donner vos points de vue, on a reçu une question de Karel Manga qui nous a rejoint. Je ne sais pas, je voudrais quand même la partager avec vous, si c'est possible, mais vraiment pour vous permettre d'apporter une réponse, des réponses plutôt brèves. Hein. Est-ce que c'est OK pour vous? Pardon? Est-ce que c'est... Oui, il n'y a aucun problème, oui. OK, d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. OK, je suis en train de saisir pour l'envoyer là, pour que vous puissiez la recevoir, et puis bon, voilà. Non. Vous pouvez la lire également. Ah oui, bon, c'est vrai. Oui, ce sera plus simple. Oui. Bon. Merci. En termes d'énergie, il semble, ça c'est la question, hein. En termes d'énergie, il semble que la production électrique particulièrement, ne suffit pas à satisfaire les besoins sur toute l'étendue du territoire. Elle parle du Cameroun, hein. J'aimerais savoir comment on arrive à être fournisseur pour des pays limitrophes si on n'arrive pas à satisfaire nos propres besoins. Ok. En réalité, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas suffisamment pour nous qu'on ne doit pas partager, qu'on ne doit pas fournir de l'énergie aux pays voisins tels que la Centrafrique ou le Tchad, par exemple. Les réseaux de transport d'énergie ne fonctionnent pas comme ça. Je pense qu'au Cameroun, nous avons trois réseaux de transport au sud et au nord. Donc, pour le réseau de transport qui se trouve au nord, par exemple une production à Lacto, comprenez qu'il est plus facile de distribuer également de l'énergie du côté de Mundo à côté, plutôt que d'injecter dans le grid en bas, parce qu'en fait on a trois grids, on n'a pas un grid central. Donc c'est le problème de transport, c'est l'un des problèmes de transport qu'on relevait. Si nous étions un pays comme peut-être en Arabie Saoudite, ils ont un seul grid, par exemple, ça dit que vous injectez dans le réseau et ça part n'importe où. Mais chez nous, nous en avons trois et je pense qu'il y a un projet de connexion de l'ensemble des grids. Donc, on a ce problème-là. Toutefois, eu égard ce problème de non-connexion de nos divers réseaux,
il me semble, dans la coopération, dans l'intégration de nos pays, particulièrement la sous-région CEMAC, il me semble important que les pays qui en ont un peu plus, bon, quand je dis un peu plus, peut-être j'exagère parce que l'accès à l'électricité au Cameroun est situé autour de 55%, 60 entre 55 et 60% de la population. Mais au Tchad, c'est beaucoup moins. En Centrafrique, c'est beaucoup moins. Donc, dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale, nous devons les aider à se relever. Ce n'est pas seulement sur la question énergétique, mais c'est également sur les autres questions alimentaires, éducation, etc. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un accès à l'électricité à 100% pour pouvoir en distribuer aux autres. Maintenant, pour la question de faible production, c'est vrai, en un, on ne produit pas assez. Je pense que notre capacité globale actuelle est située autour d'une puissance globale de 1,7 gigawatts et une production globale de 5600 gigawattheures, si je me souviens bien. C'est suffisamment faible, c'est vrai, surtout au regard de nos besoins, mais cela ne justifie pas qu'on ne devrait pas distribuer. Merci. Merci Philippe. Frédéric? Je pense que la réponse de Philippe est assez concrète et surtout bien chiffrée, étant donné que je ne connais pas bien, je ne maîtrise pas bien la répartition de l'énergie au Cameroun. Et donc je pense que sa réponse c'est déjà, moi j'ai même appris à travers sa réponse des éléments que je ne connaissais pas. Mais si je me base d'un point de vue européen et parce que c'est aussi bien, comme il a fait tout à l'heure une analogie en transposant le fait que nous connaissons déjà la situation européenne, donc ça va nous permettre à nous de pouvoir nous adapter. Effectivement, lorsqu'il y a une intégration, pour rebondir sur ce qu'il dit, pour le transposer d'une manière géopolitique, lorsqu'il y a lorsqu'il y a une intégration régionale, il est très important de pouvoir faire en sorte que les pays qui évoluent avec nous bénéficient aussi d'une manière plus ou moins équitable de la possibilité de recevoir l'énergie. Bon, il est vrai que les problématiques où je vis sont totalement différentes et il a aussi parlé d'un point que je voulais relever qui était très important dans sa réponse précédente sur la guerre, le fait qu'il y ait une guerre en Ukraine et qui fait, parce qu'il a parlé aussi le fait de pouvoir se chauffer des politiques drastiques qui sont mises en place aujourd'hui en Europe. Ces politiques-là sont dues principalement à la guerre en Ukraine, parce que pour vivre ici depuis un certain temps, c'est la première fois que je vis le cas de figure où, pour parler de manière de la vie de tous les jours ici, c'est la première fois que j'entends qu'il faut faire des restrictions. On voit bien que le conflit en Ukraine joue un rôle principal dans ces restrictions-là. Et ce qui fait que nous voyons donc au niveau de cette intégration, l'intégration européenne, pour parler de l'Union européenne, les difficultés donc de pouvoir se chauffer normalement qui sont dues à des problèmes géopolitiques d'une part. Et d'autre part aussi du jeu qui est en train de se mettre en place qui a toujours une visée géopolitique, mais qui entre la Russie, entre l'Allemagne et la France, qui ne sont pas tout à fait d'accord sur des points, et nous pouvons les relever, qui sont est-ce qu'on continue à traiter avec la Russie. Donc on voit bien que en fait l'énergie, donc pour résumer mon propos, donc la distribution de l'énergie, la répartition énergétique est due dans un premier temps donc à
l'intégration au niveau régional, si vous faites partie d'une communauté, et aussi de la négociation que vous avez avec les partenaires extérieurs et de vos relations. C'est très important de comprendre ces points-là, que nous pouvons aussi retransposer, comme Philippe l'a fait, à la situation de l'Afrique subsaharienne et de la zone CEMAC. Merci Frédéric, et on va embrayer avec la préoccupation suivante. S'il fallait donner des chiffres indicatifs, c'est-à-dire des chiffres indicatifs en termes de population, en termes d'indice de développement urbain, c'est-à-dire IDH, en termes d'urbanisation ou en termes de santé ou d'impact environnemental, des chiffres indicatifs, bien entendu, de la nécessité pour les villes africaines de passer le cap de Smart Cities, ce seraient lesquels d'après vous? Autrement dit, pour reprendre la question des termes plus simples, s'il fallait donner des chiffres qui justifient la nécessité pour les villes africaines de passer le cap de Smart Cities, ce seraient lesquels d'après vous? Si je peux y aller, si Philippe, ça ne voit pas d'inconvénient. D'accord. Alors, donc d'abord d'un point de vue, donc cette question est assez particulière parce qu'il est très difficile de pouvoir transposer la situation, c'est-à-dire les chiffres par exemple de N'Djamena ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va retrouver à Yaoundé, et Tout les à attentes, fait, tout à fait. les attentes, oui, les attentes ne sont pas les mêmes. Mais bon, pour parler de manière globale et pour me baser donc sur les projections des Nations Unies, ce qui est très important, on voit que l'Afrique subsaharienne, l'Afrique devrait passer, non, l'Afrique de manière générale devrait passer de 414 millions de personnes qui vivent dans les milieux urbains à 1 milliard. Donc il est très, 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 très important, vu cette croissance démographique, de mettre en place des projets de smart cities qui vont faciliter la vie à tout le monde et à l'ensemble des populations de manière générale, mais surtout permettre un développement vraiment efficace et efficient qui va permettre l'intégration de l'ensemble de ces 1 milliard, parce que c'est un chiffre qui est très important, donc qui va permettre l'intégration de toutes ces personnes vivant en milieu urbain, de pouvoir bénéficier de manière intéressante de ce que a offrir la ville. Le deuxième point que je veux aborder, c'est que on sait que l'Afrique a un IDH en moyenne de 0,5, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de progrès à faire en matière de développement humain. Et les villes intelligentes peuvent bien entendu contribuer à l'amélioration de cet IDH-là, simplement dans tous les secteurs. Hein, on peut parler du secteur de la santé, parce que j'ai eu un colloque le 19 janvier sur l'importance de pouvoir développer le secteur de la santé et via les smart cities. Donc on voit bien que les smart cities auront un rôle central à jouer pour augmenter le niveau de vie des populations urbaines. D'accord. Il faut aussi savoir que la population urbaine de l'Afrique va passer de 40 à 60%. Cela signifie qu'il faut mettre en place des solutions de gestion de villes intelligentes et pour faire face efficacement à l'urbanisation rapide. Et il faut aussi relever, donc les deux derniers points que j'ai relevés, c'est que l'Afrique est le plus touchée, donc ça rentre toujours dans le cadre du développement médical. L'Afrique est le plus touchée par les maladies tropicales qui sont négligées et les maladies infectieuses. Les villes intelligentes peuvent contribuer à l'amélioration de la santé en utilisant les technologies pour mettre en place des soins et des santé en améliorant l'accès à ces services de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et au niveau aussi environnemental. Nous avons donc des disparités en Afrique. On ne peut pas parler d'une Afrique de manière globale, bien entendu, parce qu'il y a tellement d'enjeux différents, qu'on soit au nord, qui est beaucoup plus aride, que le sud, qui est beaucoup plus où il y a beaucoup plus de précipitations. Donc les villes, donc les changements climatiques et donc les smart cities peuvent jouer un rôle concret pour réduire l'impact environnemental. Et donc nous pouvons utiliser, grâce donc à ces technologies qu'on retrouve dans les smart cities,
une meilleure efficacité en termes de gestion de l'énergie, comme on l'a déjà dit précédemment. Et surtout, ce qui est vraiment important dans le développement des smart cities, c'est de pouvoir utiliser les énergies renouvelables. Parce que nous avons parlé tout à l'heure de l'importance de la répartition d'énergie de manière pour donner accès aux ménages, mais nous avons aussi la possibilité de mettre en place donc de développer des énergies renouvelables. Ça passe du photovoltaïque, ça passe aux panneaux solaires. Il y a beaucoup de solutions que nous pouvons mettre en place, par exemple, surtout dans les milieux, bon là on parle des smart cities, mais à l'intérieur des smart cities où les ménages ont des difficultés donc à recevoir l'énergie, nous pouvons mettre en place des panneaux solaires. Il y a beaucoup de solutions que nous apporterons les smart cities et qui vont être développées au fur et à mesure. Et pour terminer, conclure mon point, on peut voir les villes africaines comme étant des laboratoires d'essais pour trouver des solutions pour améliorer le niveau de vie en passant par tout ce qui est smart cities. Et nous avons cette chance-là que nous sommes encore en développement pour de nombreuses grandes villes africaines. Et nous sommes encore en train de penser notre urbanisation parce que nous nous rendons compte que nous avons des problématiques qui sont différentes. Même si nous avons un modèle qui est à peu près calqué sur les villes européennes, nous aurons notre propre modèle de développement. Et donc, de ce fait-là, nous pouvons mettre en place des solutions qui seront propres à nous et qu'on ne retrouve pas forcément ici dans les villes occidentales. Merci. Merci Frédéric. Philippe? Merci Frédéric. Bon, Frédéric a déjà abordé quelques éléments que je comptais faire, donc je vais seulement ajouter d'autres éléments. Nos pays, compte tenu du vaste développement, vous voyez passer de 400 millions de personnes à 1 milliard de personnes dans les villes urbaines, dans les zones urbaines, c'est pas chose aisée. Donc, les principaux éléments sur lesquels on va devoir s'appuyer, c'est la politique du transport, la planification du transport, particulièrement. Donc, quand on parle de chiffres, aujourd'hui, nous avons des ratios nombre d'habitants par véhicule, nombre d'habitants par kilomètres de route disponibles, etc. Mais l'autre axe qu'on ne relève pas, c'est que quand on regarde nos grandes villes, à part bien sûr des villes comme Johannesburg ou Nairobi qui vient d'avoir également sa ligne de tramway, on remarque qu'essentiellement, nous avons un seul mode de transport qui est le transport routier dans nos villes. On n'a pas, on n'a que le transport routier, il n'y a pas d'autre alternative en fait. Voilà, on n'a que les taxis, on a même les bus dans le transport routier sont rares. On n'a pas de tramway, on n'a pas de subway, on n'a pas, les pistes cyclables n'existent pas, etc., 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 etc. Ce qui fait que quand on évalue aujourd'hui, si on prend un indicateur tel que la durée, le temps mis dans le transport pour parcourir 1 km, 2 km ou 5 km de route, 5 km d'un point à un autre, eh bien, il est assez élevé et nous avons des pertes économiques à ce niveau. Donc, je pense que intégrer également l'e-mobility qui fait partie des éléments des smart cities serait vraiment important pour nos zones urbaines, pour booster également
l'économie et réduire les pertes de temps et par conséquent les pertes de chiffre d'affaires à grande échelle. Mhm. Donc, hormis ce volet transport, on a le volet gestion des déchets dans nos villes. La gestion des déchets dans nos villes, actuellement, déjà dans nos différentes grandes villes, déjà, on n'arrive pas à collecter 50% des déchets. Et ce qu'on collecte, on n'arrive pas à les trier et À les recycler non plus. voilà, et à les recycler, à les réutiliser, etc., etc., etc. Donc, une smart city mettrait en place un process de management des déchets avec diverses applications, de telle sorte non seulement à valoriser les déchets, mais également à réduire même à réduire le niveau de pollution liée aux déchets dans nos villes. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez une smart city comme Séoul, qui produit énormément de déchets, parce qu'à Séoul, on utilise énormément d'emballages, mais vous êtes blasé parce que, en fait, la plupart des déchets sont soit recyclés, soit réutilisés. Oui. Voilà. Donc, on a ce problème-là, donc mobilité, Gestion gestion des des déchets. déchets, voilà, gestion de l'habitat également. Les indicateurs, si je dois regrouper les indicateurs qui puissent être les plus vraiment pertinents dans nos villes, je l'ai dit précédemment, donc le nombre d'habitants ou alors la proportion de la population qui prend des transports autres que les véhicules et les motos, autres que les voitures et les motos. Donc la proportion de la population, aujourd'hui, je peux dire c'est pratiquement zéro, autre que les véhicules et les motos. Cette proportion est pratiquement zéro. La proportion de déchets recyclés, la proportion de déchets réutilisés. Donc, etc. Donc, pour moi, ça me semble être des axes vraiment pertinents. Et puis, l'autre indicateur dans les smart cities, c'est également les émissions de gaz à effet de serre par tête. Actuellement, et puis la concentration des divers gaz dans les villes. Aujourd'hui, on utilise dans nos villes pour les transports essentiellement de l'essence et du diesel, ce qui fait que si on mesure la concentration dans nos villes à Douala, à Abidjan ou à Dakar ou à Lagos, aujourd'hui, quelle est la concentration de CO2, de méthane ou de protoxyde d'azote dans l'air, elle est également très élevée. Et à cela s'accompagne certainement la concentration du monoxyde de carbone. Également, qui doit être également très élevé dû à ces facteurs. Pourtant, si vous faites peut-être une comparaison avec une ville comme Bonn en Allemagne, qui est un exemple de ville pour e-mobility,
vous allez voir que là-bas, c'est suffisamment bas. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une voiture personnelle là-bas ou de prendre un taxi là-bas, tellement ils ont diversifié le transport. Ouais. Donc, je pense avoir donné des éléments à mon niveau. Merci. Merci également Philippe pour ces éléments d'éclairage et merci à tous les deux. On va embrayer avec la préoccupation suivante. Smart Cities, construction durable et innovation numérique, quelles interactions établissez-vous entre ces trois notions? Bon, je pense que cette question ou alors cette préoccupation, cette interrogation permet, par exemple, à Philippe de développer ce que tu as commencé à évoquer sur les questions de la gestion de l'habitat, sauf si je me trompe. Oui, Maintenant, vous avez la effectivement. parole, hein. C'est à Philippe ou à Frédéric, c'est vous qui voyez. Ok. Frédéric, tu Non, commences je t'en prie, ou... vas-y, je t'en prie. Ok, d'accord, merci. Déjà, la construction durable fait appel à plusieurs éléments qui sont d'abord, pour ma part, des zones de construction qui ne doivent pas être des zones à risque, etc. Et le matériau utilisé pour les constructions. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si vous êtes, je prends encore le cas d'une ville comme Douala, qui est une ville côtière, qui est donc une ville à risque pour les questions d'inondation, etc. Quand vous pensez la construction de la ville ou alors des quartiers, etc., il y a plusieurs types de construction auxquelles vous devez penser, qui doivent être en droite ligne avec les nature-based solutions. J'explique. Une ville comme Douala, qui a, ou alors qui avait, je ne sais pas comment je vais le dire, une barrière naturelle que sont les mangroves pour réduire les risques de montée des eaux dans la ville. Ces barrières-là, aujourd'hui, elles sont détruites. C'est la raison pour laquelle il y a une politique de restauration des mangroves dans ces zones-là. C'est-à-dire que pour ce cas particulier-là, avant de penser matériaux physiques, il faut d'abord penser matériaux naturels, si je peux le qualifier ainsi, qui est de la reconstitution d'une barrière naturelle. Ensuite, vous avez les choix des zones où il faut construire et la résistance du matériau qui doit aller avec. C'est-à-dire que lorsque vous construisez en bordure de mer, comme au cas de Douala, vous avez un choix de matériaux particuliers à utiliser pour pouvoir résister à tout ce qui pourrait être comme vitesse du vent, puissance de l'eau, etc., 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 etc. Et c'est vrai que jusqu'à très récemment, nous n'avions pas encore d'ingénieurs à ce niveau, mais actuellement, que ce soit Polytech Marois, Polytech Douala et Polytech Yaoundé, forment déjà des ingénieurs en traitement de matériaux par rapport à ça. Alors, le lien avec le numérique, c'est quoi? C'est que lorsque on construit
des infrastructures ou des bâtiments, c'est-à-dire je fais une différente infrastructure, que ce soit des barrières ou alors des routes, etc., ainsi que des bâtiments pour des habitats. Alors, il est impératif d'y intégrer une gestion des divers indicateurs environnementaux, montée des eaux, puissance du vent, qualité de l'air, etc., etc., etc. Et par conséquent, vous avez besoin d'applications numériques pour ça. Résistance de matériaux, etc. Vous avez besoin d'applications numériques pour suivre l'ensemble de ces indicateurs. Parce que là, on fait appel aux questions d'Internet des objets. Et ces indicateurs-là vous permettront d'évaluer si l'habitat, l'infrastructure, si elle fonctionne normalement, s'il y a des corrections à apporter, etc., etc., etc. Merci. Merci Philippe. Frédéric? Pour rebondir et apporter des éléments, je trouve que la présentation de Philippe était déjà assez claire, mais je vais juste apporter des éléments au niveau du développement, donc au niveau de la question qui est construction durable et innovation numérique. Le lien. Donc, en fait, il faut savoir que les villes intelligentes, elles utilisent la technologie pour améliorer la qualité de vie des citoyens de manière générale. Donc, moi, j'aborde toujours les questions d'un aspect assez politique parce que je pense que dans ce développement des smart cities, et c'est aussi dans mon travail au quotidien, les difficultés que je rencontre, c'est que j'ai du mal à interpeller les pouvoirs publics et surtout à leur faire comprendre que leur rôle en tant que maire des villes, par exemple, ou préfet des villes, c'est de pouvoir accompagner des projets de smart cities. Pourquoi je viens sur ce point important? Parce que je rencontre énormément d'entrepreneurs qui souhaitent développer des solutions dans leur ville, des solutions dans leur région, mais malheureusement, les politiques prennent pas la mesure de l'importance qu'ils ont dans ce processus. Donc, je me permets de le rappeler parce que nous sommes donc sur une plateforme qui sera relayée. Donc, bon, si le message peut être entendu, c'est déjà une bonne chose. Donc, pour revenir donc à la question, donc la construction durable vise à construire bien entendu des bâtiments et des infrastructures qui ont un impact environnemental minimal. Donc, l'innovation numérique va permettre l'utilisation des technologies numériques, améliorer le processus de construction. Bon, mon prédécesseur Philippe l'a évoqué. Et aussi, donc, il est très, très important de comprendre que les interactions entre ces trois notions peuvent être établies en utilisant donc la technologie pour optimiser les constructions des bâtiments et permettre, donc, par exemple, suivre les performances énergétiques des bâtiments et, tout en utilisant des algorithmes et aussi de planifier les itinéraires de transport. Je sais que la prochaine question, c'est sur le transport et la mobilité, mais c'est très important de rappeler ces points essentiels qui sont que le développement durable, donc la construction durable et l'optimisation numérique va permettre aussi, si on se base du point de vue numérique, donc dans le développement numérique d'une ville, permet de faciliter les déplacements sans voiture, aussi mettre en place des stations de recharge. Bon, je pense que dans certaines villes africaines, c'est un projet, ce n'est pas encore mis en place, mais c'est une idée vraiment de développer donc le véhicule électrique. Aussi fournir un accès aux ressources publiques et aux espaces verts. C'est très important aussi donc, que la technologie nous permette de développer aussi les espaces verts dans nos villes. Aussi la conservation et la gestion des eaux usées
qui est très importante. Et je pense que la technologie, le développement numérique dans les villes a un rôle important aussi à jouer dans tout ce qui est répartition de l'eau et de son utilisation, et aussi tout ce qui est développement de l'agriculture en milieu urbain, parce qu'il y en a aussi, ça existe, il y a des personnes qui ont surtout dans nos villes africaines, il y a beaucoup de gens qui ont des plantations, même dans Yaoundé ou à Douala, pour parler du cas de Douala. Bon, moi, j'ai grandi à Yaoundé, donc je connais mieux Yaoundé de ce point de vue-là. Donc, en fait, mettre en place c'est-à-dire mettre en place le numérique au service des villes va vraiment nous permettre d'avoir les informations directement. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de faire appel nécessairement à des, à des professionnels pour nous indiquer pour nous donner les chiffres concernant par exemple l'utilisation des OJ. C'est vraiment directement nous, grâce à une tablette, grâce à divers outils, que nous pourrons avoir ces informations-là. Voilà pour ma contribution sur cette question. Merci à tous les deux. La préoccupation suivante, Smart Cities, mobilité et santé, quelles interactions établissez-vous entre ces trois notions? Bon, peut-être qu'il faudrait que je donne l'esprit de cette préoccupation, parce que c'est-à-dire ce qui nous animait au moment où on l'a intégré dans le mémo des questions. C'est parce que justement, on a eu à plancher sur la problématique des véhicules électriques. Frédéric, qui est en Europe, doit en être sûrement informé, parce qu'il y a une petite controverse aujourd'hui autour des véhicules électriques, à savoir, est-ce que ce sont vraiment des solutions à intégrer lorsqu'on parle de gestion comment dire ça, de gestion de l'énergie, de la consommation en énergie, parce qu'il pourrait s'avérer être plus des solutions énergivores qu'autre chose. Donc, voilà. Si Philippe me permet, j'y vais. Oui, D'accord. Ok. Alors, donc en fait, nous avons, et c'est très intéressant d'en parler, euh, du développement des véhicules électriques dans les villes de manière générale et dans les pays euh, dans les villes de manière précise et dans les pays de manière générale. C'est que nous avons eu des débats donc au sein de l'organisation dans laquelle je travaille, que j'ai mené sur le Zero Carbon Mobility, qui est aujourd'hui au centre du développement des villes européennes. Et ça viendra aussi, bien sûr, d'une manière ou d'une autre. C'est déjà le cas même dans nos villes africaines où on est en train de penser à comment faire en sorte que le carbone soit réduit de manière drastique dans les villes européennes. Donc pour revenir sur les véhicules électriques, le problème avec les véhicules électriques, je pense que ce n'est pas une question que les véhicules électriques ne bénéficient pas ou n'entrent pas dans le cadre d'une politique de zéro carbone mobility. Je pense que c'est surtout une question de coût, du coût d'achat des véhicules électriques qui pose problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour un véhicule électrique va coûter beaucoup plus cher qu'un véhicule normal, lambda, qui pourrait être un véhicule d'occasion. C'est-à-dire que les véhicules d'occasion qui sont super ou diesel coûtent beaucoup moins cher qu'un véhicule électrique neuf. Et on se rend compte que les populations européennes, parce que je ferai le lien, parce que je pense qu'on a les mêmes problématiques de toute façon avec les populations africaines, c'est que on regarde des chiffres, parce que je n'ai que ceux-là, quasiment 50% des personnes qui sont capables d'acheter une voiture en Europe n'achètent pas des voitures neuves. Ils achètent des voitures d'occasion. Ça va de 50 à 70%. Ce qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça démontre que malgré l'envie des pouvoirs publics d'insuffler ce zéro carbone mobility, beaucoup de gens ne peuvent pas se payer des véhicules électriques parce que le coût est trop élevé. Donc par exemple, pour reprendre le cas du gouvernement français, ils ont mis en place des aides. C'est-à-dire qu'on va vous donner, vous achetez un véhicule électrique et on vous subventionne derrière. Mais on se rend compte bien aussi en regardant les chiffres que malgré cette subvention, les gens sont assez réticents
D'une part, parce que effectivement, lorsque tu achètes un véhicule électrique, il faut aussi mettre en place une installation chez toi qui va permettre de recharger ton véhicule dans la nuit pour le réutiliser le matin. Donc en fait, ce n'est pas qu'une question d'achat de véhicules électriques, c'est aussi une question d'habitude. Parce que moi, personnellement, j'ai mon véhicule ici. J'ai l'habitude bon, je prends mon véhicule, je vais à la station-service, je prends mon essence. Et après, je continue. Donc, c'est déjà des habitudes de fonctionnement. Maintenant, il faudrait éduquer aussi les populations. C'est pour ça, encore qu'une fois, j'interpelle les pouvoirs publics. Ce n'est pas simplement vouloir mettre en place des aides qui permettront aux gens d'utiliser les véhicules électriques. C'est aussi déconstruire tout ce prisme-là que nous avons sur les véhicules électriques qui est un prisme sur le prix, d'abord, d'une part, et aussi deuxièmement, sur des habitudes de consommation. Donc, il faut éduquer les populations à se tourner vers les véhicules électriques et aussi sortir des préjugés parce que je pense que dans la tête de beaucoup de gens, un véhicule électrique aura entre guillemets, comme il n'y a pas, vous savez, dans les villes sont organisées de telle manière à ce qu'il y ait une pompe à essence un peu partout. Pour l'instant, des recharges électriques, il n'y en a pas des masses. Et c'est pas aussi bien, c'est-à-dire dans notre imaginaire, ce n'est pas aussi clair que ça de trouver un emplacement pour recharger sa voiture et on ne sait pas, on a l'autonomie de la voiture, mais comme on n'a pas réellement utilisé, on n'a pas réellement eu l'habitude d'avoir des parents proches ou moins proches qui ont ce type de véhicule. Donc c'est important que les pouvoirs publics fassent vraiment des campagnes sur l'importance d'utiliser les véhicules électriques, que moi je pense peuvent contribuer à achieve le zéro carbone mobility. Pour revenir aussi sur la mobilité, parce que là on a parlé des véhicules électriques, mais c'est aussi important aussi de revenir sur la mobilité et parce que c'est de ça qu'il s'agit dans la question. Bon, bien sûr les véhicules électriques c'est la mobilité, mais aussi une autre forme de mobilité qui peuvent être des solutions. Encore comme je le dis, il est très difficile de parler de solutions de manière globale parce que les régions ont leurs spécificités et ont leurs attentes. Mais il est très important aussi de parler de quelque chose d'essentiel lorsqu'on parle de mobilité, c'est le share, de partager la mobilité. C'est-à-dire que on peut parler dans les smart cities, effectivement, mon prédécesseur, lorsque nous avons abordé plusieurs questions, Philippe a énoncé le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure autre que la voiture dans nos espaces, dans les pays africains. Dans certains pays africains, parce que bien sûr ils sont différents, dans certaines villes africaines, il n'y a pas l'accès à des modes de déplacement qui sont plutôt dans l'écomobilité. Et on appelle ça concrètement l'écomobilité. Ça peut se résumer aussi au fait de partager. Lorsque nous avons un trajet à faire, bah, si on veut réduire les émissions de carbone, je pense que si jamais, tout bêtement, je prends un exemple tout bête, si jamais, monsieur Yvan, vous prenez votre voiture et moi, Frédéric, je prends ma voiture pour faire le même trajet et nous allons tous les deux, nous habitons dans la même ville et nous rendons tous les deux au travail qui est dans la ville à côté, ça émettra plus d'émissions d'effets de serre. Tandis que si nous trouvons des moyens, il y a des applications, comme par exemple Blablacar ici là en France, qui est assez connu, et d'autres moyens et d'autres applications qui suivent, donc pas pour faire la publicité de quelconque application. Donc la ville intelligente aussi va nous permettre, via des applications, de pouvoir réduire nos émissions à nous quotidiennement via la mobilité en délaissant notre voiture au fur et à mesure et en utilisant des modes de transport qui sont beaucoup plus éco-responsables comme le train, comme le métro, s'il y en a dans une ville. Et au niveau africain, comme nos villes sont basées principalement sur nos routes, il faudrait penser donc à développer les infrastructures, bien entendu, métro, mais pour faire avec ce qui existe aujourd'hui, pour ne pas partir dans des fantasmes qui ne sont pas encore réalisés et réalisables pour l'instant. Voilà, ce serait vraiment de développer des applications qui nous permettraient de développer, de partager donc et pour terminer, conclure mon propos, il faudrait qu'on s'axe beaucoup sur les bus, qui sont des moyens de développement. Parce que moi, je sais que, par exemple, pour avoir grandi à Yaoundé, je sais que le bus n'a pas très bonne presse, c'est-à-dire le bus urbain.
pas le bus, par exemple, si on fait Douala-Yaoundé, oui, il y a de très bonnes compagnies, mais le bus en milieu, au centre de Yaoundé même, pour se déplacer, c'est pas très, très développé, c'est pas, les gens n'ont pas assez, enfin, ouais, ça ne rentre pas encore. Comme j'ai parlé d'un point essentiel, j'ai parlé du point de l'éducation. Il faut éduquer les villes et aussi, les habitants, pardon, et leur faire comprendre que laisser sa voiture pour utiliser le bus, ça peut être plus intéressant au niveau de la préservation de la planète. Mais il ne faut pas que le faire, il faut aussi développer, et c'est très important, ces bus-là et donner envie aux gens de les prendre. Donc, ce sera tout pour moi. Et donc, je conclue mon propos sur ces mots. Merci. Merci Frédéric. Philippe? Ok. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, sur ce point, j'aimerais juste rajouter un élément parce que Frédéric a déjà cité bon nombre de choses depuis moi-même précédemment. À Kigali, actuellement, ils utilisent énormément de motos comme à Douala. Et à Kigali, actuellement, ils ont lancé un projet de moto avec des batteries. Vous voyez, Douala, par exemple, c'est environ 15 000 motos qu'il y a à Douala. Donc, si seulement on arrive à en donner, si on arrive à développer une politique pour que un quart seulement des motos puissent avoir une moto utilisant une batterie, ce serait vraiment intéressant pour la réduction des émissions. Mais comme Frédéric l'a relevé, la question de recharge se poserait et quel serait le coût. Et puis d'un autre côté, à quoi ça sert d'utiliser un véhicule qui n'émet pas s'il faut que l'électricité qu'il va consommer soit produite par une centrale thermique qui consomme du diesel ou du HFO. Donc, il y a également Tout à fait. ce problème, voilà. Il y a également ce problème. Il y a également ce problème-là. Voilà, il y a également ce problème-là. Donc, en fait, c'est toute une chaîne, c'est-à-dire qu'à la base, il faudrait que la production énergétique soit essentiellement une production énergétique à base de sources renouvelables telles que le solaire, l'éolien ou l'hydroélectricité, pour qu'ensuite, maintenant, dire, bon, ok, si vous utilisez une batterie, on peut dire, non, vous utilisez une batterie et que vous allez recharger dans une pompe et que cette pompe-là, l'électricité, l'énergie électrique qu'elle utilise provient d'une centrale thermique qui consomme du diesel, c'est problématique. Bon, maintenant, pour les autres éléments, je pense que Frédéric avait déjà un peu fait le tour. J'aimerais juste ajouter que à Douala a prévu une ligne dédiée pour les bus rapid transit, les bus de transit rapide. Et c'est une ligne dédiée qui doit aller de Bonabéry jusqu'à Japuma. Si ma mémoire est bonne, en fait, j'étais l'une des deux personnes en charge de l'élaboration du bilan carbone de cette ligne de BRT là. Je pense aussi que une telle solution est assez intéressante pour nous, peut-être parce que en termes de coût d'infrastructure, c'est peut-être moins qu'un tramway ou
qu'un subway. Et dans le même temps, en termes de consommation énergétique, étant donné que l'objectif est d'utiliser du gaz naturel qui émet 3 fois moins que le diesel ou l'essence, ça serait aussi une bonne solution de transport de masse qui limiterait également certainement les embouteillages, les différentes congestions dans nos villes. Donc, Yaoundé, je pense, souhaite aussi en expérimenter une, et je pense d'autres villes africaines aussi. Merci. Merci Philippe, merci également à Frédéric. Nous sommes presque au terme de notre échange de ce matin parce qu'il nous reste 3 préoccupations à évoquer. Dans le souci de ne pas trop s'étendre et de pouvoir respecter le temps imparti, je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous les deux, de bien vouloir être précis et concis. Euh, donc, 7e préoccupation, est-ce possible de dresser une short list des adaptations qui doivent nécessairement être effectuées afin de transformer les villes africaines en smart cities? Ok, je peux essayer d'aller faire rapidement. D'accord. Très bien. Je dirais amélioration de la planification des infrastructures de transport dans nos villes, amélioration du management des déchets dans nos villes, amélioration, bien sûr, avec l'ensemble des indicateurs qui vont avec. D'accord. Ouais. Amélioration de l'accès aux différents services sociaux que sont écoles, hôpitaux, eau, énergie, etc. Donc, avec diverses applications de suivi des indicateurs, des différents indicateurs qui sont associés. Merci. Merci Philippe. Frédéric? Oui, alors, pour résumer, pour être le plus concis et précis possible, alors, donc, les innovations que nous pouvons mettre en place dans les villes africaines pour les transformer en villes intelligentes, on peut parler d'abord de systèmes de transport connectés. Dans certaines villes, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, comme à Kigali par exemple, il a évoqué Kigali tout à l'heure, qui est une ville assez à la pointe de tout ce qui est développement. Il faut donc qu'on puisse utiliser des transports, faire comme dans ces villes-là, mettre en place des transports connectés pour améliorer l'efficacité du développement. Il faut aussi trouver des solutions de gestion de l'énergie durable, comme dans certaines villes africaines le font déjà. Il y a des solutions innovantes pour réduire les coûts les coûts de l'énergie, tout en utilisant une énergie qui serait plus respectrice de l'environnement et qui pourrait se renouveler. Il faut bien entendu, et ça c'est important, améliorer l'accès à l'information parce que une smart city, d'abord, avant d'être tout ce dont on a parlé, c'est d'abord une ville qui communique avec sa population pour lui donner des informations qui lui seraient utiles, comme par exemple la météo, le temps qu'il faut aujourd'hui, donc la météo, comme par exemple le taux de pollution. Donc en fait, trouver dans divers endroits des villes des informations sur ce qui se passe dans la ville au niveau du développement durable. Il faut aussi avoir une santé connectée, c'est très important. Utiliser des applications de soins rapides qui nous permettent d'avoir accès aux médecins le plus proche de chez nous, avoir accès au centre hospitalier le plus proche de chez nous, avoir accès donc à la possibilité d'avoir des soins de manière rapide et efficace. Je pense que ça c'est très important aussi lorsqu'on parle de smart cities. Et en dernier, c'est de créer des réseaux de villes
c'est-à-dire créer un réseau de villes pour pouvoir se retrouver entre diverses villes d'un même pays ou d'une même région pour pouvoir voilà, discuter ensemble des possibilités que nous avons dans le développement de nos smart cities, de mettre en place, c'est-à-dire de pouvoir copier, c'est-à-dire le fait de se retrouver en fait entre diverses villes, c'est de pouvoir discuter ensemble des innovations qui se font dans chacune de ces villes-là pour pouvoir tirer le meilleur de ce Oui, qui se passe développer des collaborations, des partenariats, des échanges. Exactement, exactement, tout simplement. Donc voilà, voilà pour mon propos. Je vous remercie. Merci à tous les deux. Ensuite, une étude publiée en 2021 par Daily Journal Bubble révèle que l'Afrique australe, ou plutôt l'Afrique anglophone, est première en termes de smart cities, avec des exemples tels que Cape Town, Modderfontein, Waterfall City en Afrique du Sud, par exemple, Kigali ou Vision City au Rwanda, qui a déjà été évoqué d'ailleurs tout à l'heure par vous deux, Tattoo City, Technopolis City au Kenya, King City et Hope City au Ghana, Eco Atlantic City au Nigeria. Partagez-vous ce point de vue, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'Afrique anglophone est pionnière ou alors est à la tête du peloton en Afrique en ce qui concerne le concept ou alors la notion de smart cities. Si Philippe permet, je vais répondre rapidement. Oui. Et après, D'accord. bien entendu. Oui, oui, effectivement, lorsqu'on regarde le développement des villes, le développement des villes africaines, des villes africaines, anglophones, pardon, par rapport aux villes francophones, effectivement, il y a un petit écart. Il y a un écart qui se creuse de par, on a pris tout à l'heure les exemples de Johannesburg, Kigali, au Rwanda et diverses villes où on voit qu'il y a des développement qui se fait beaucoup plus intensément de part du fait, et moi je reviens toujours à ce point essentiel, c'est une vision. Hein. C'est une vision non pas, bien sûr il y a les entrepreneurs qui proposent, mais ils proposent pourquoi? Parce qu'ils ont plus de capacité à mettre en place ce type de projet et plus de capacité à se tourner vers la tech qui est aujourd'hui totalement partie prenante de l'écosystème de leur développement politique et économique. Donc en fait, si les pouvoirs publics insufflent aussi cette envie-là en développement, en développant des forums sur la tech dans les villes qui regroupent des petits porteurs de projets qui ensuite, on le voit, peuvent exploser. Il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Donc en fait, c'est une question de vision qui fait, pour résumer mon propos, c'est des villes et des pouvoirs publics et aussi des entrepreneurs qui se rendent compte que si je vais dans le domaine de la tech, ça peut demain je serai capable de payer mes factures. Pourquoi? Parce que il y a tout un écosystème qui est mis en place et les pouvoirs publics donnent des subventions et aident ces porteurs de projets là à se développer. Donc voilà, donc c'est vraiment une question c'est-à-dire d'une synergie qui se met en place autour de ces projets de la tech. D'accord. Merci Frédéric. Philippe. Ok, merci Frédéric. Pour le cas de ces villes-là, je ne peux être que d'accord parce que je connais bien le cas de Kigali et celui de Cape Town, les autres un peu moins. Mais je peux être que d'accord, et Frédéric l'a relevé, cela est fortement lié à la mise en place d'un écosystème qui facilite le développement, l'innovation technologique des jeunes entrepreneurs. Dans nos villes francophones, malheureusement, l'accès au crédit n'est pas souvent chose aisée, c'est souvent hyper difficile, de telle C'est sorte quasi que inexistant. voilà, on peut avoir, il n'y a qu'à regarder comment finissent nos brillants étudiants qui sortent de nos écoles polytechniques ou de nos IUT. Quand les gars sont étudiants, ils développent des trucs vraiment magnifiques. Mais après la soutenance, on met dans le tiroir, il n'y a aucune
organisation qui se met en avant pour soutenir, pour transformer leur projet de fin d'études en projet à mettre en œuvre pour aider les villes à avancer. Pas du tout. Donc, en fait, c'est corrélé, c'est très lié. Je pense que s'il y a ce déblocage-là, parce que en termes de compétences, en termes de talent, franchement, dans nos villes francophones ou en Afrique centrale, nous en avons suffisamment en termes de talent pur, mais si on met des écosystèmes, un écosystème qui permet d'avoir accès aux équipements, à une connexion illimitée, à du crédit, etc. Je pense que très rapidement, nous pouvons avoir des villes suffisamment smart, que ce soit Douala, Yaoundé, Libreville, N'Djamena, Brazzaville, etc. Merci à tous les deux. Et nous sommes parvenus donc à la fin de notre échange de ce matin, de notre café juridique de ce matin. Nous allons l'aborder avec en fait une dernière préoccupation qui vise un peu quelque part à résumer ce que vous avez évoqué déjà dans cette préoccupation précédente. Les dirigeants ou les dirigeantes ou alors les dirigeants des villes d'Afrique francophone, notamment celles d'Afrique centrale, doivent-ils ou plutôt doivent-elles s'inspirer de l'exemple de ces villes, c'est-à-dire les villes d'Afrique francophone, des villes d'Afrique anglophone, celles qui ont été citées précédemment. Tu peux y aller ou c'est comme tu veux. Je peux. Bon, Ok. ok, vas-y. Ok. Je pense que la raison est évidente. Oui, nous l'avons même relevé à la question précédente, le fait qu'il existe une forte corrélation entre la mise en place d'un écosystème qui permet l'innovation, cette mise en place d'un écosystème, c'est en fait le fruit d'une politique. Ah ben, c'est le fruit d'une politique des politiques, c'est-à-dire des élus. Si ces villes anglophones ont réussi, c'est parce qu'en fait, les politiques ont compris l'importance d'investir sur les jeunes qui peuvent développer des solutions pour les villes. Et il me semble tout à fait trivial que nos politiques ont tout intérêt à les copier. Merci. Merci Philippe. Frédéric. Alors, oui, donc pour reprendre les propos de Philippe qui ont été très très concrets sur le. Allô, Frédéric? Vous m'entendez? Oui, enfin moi je Oui, c'est t'entends. bon. Ok, d'accord. Donc pour reprendre les propos enfin pour paraphraser Philippe, qui a eu les propos justes concernant cette question-là, et qui découle bien entendu de la question précédente. Donc effectivement, oui, il faut qu'il y ait une envie de nos pouvoirs publics de développer ces projets-là. Et pour aussi revenir sur ce que Philippe a dit, qui était très 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 intéressant, c'était qu'il a évoqué le fait qu'il y ait des jeunes qui soient très talentueux, qui ont des beaux projets au niveau de l'agriculture, faciliter aussi, bon, là on est sur le développement des villes, mais aussi permettre à nos villes de se développer. Donc si ces jeunes-là ne ressentent pas que dans la finalité, par rapport au projet qu'ils portent, la finalité de ce projet-là est de leur rapporter de l'argent et de pouvoir se nourrir. Et s'ils se rendent compte que en fait, bon, ils vont porter des projets, mais au final, c'est plus une perte de temps. Ils vont tous aller faire, excusez-moi de faire cette analogie-là, ils vont tous aller faire le concours de la fonction publique. Ils vont délaisser donc ce côté-là parce qu'ils vont se dire parce qu'à la fin des fins, le plus important, c'est de pouvoir payer ses factures. Donc, est-ce que le projet que je vais porter aujourd'hui va me permettre demain de nourrir ma famille, de payer mes factures et d'avoir une vie décente? Pour l'instant, dans nos villes francophones, dans beaucoup de nos villes francophones, ce n'est pas le cas.
même si ça tend à changer parce qu'il y a une ouverture qui va se faire et qui se fera obligatoirement. Maintenant, la question, c'est de savoir, nous avons donc la technologie aujourd'hui qui est un nouveau levier, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore réellement de grosses entreprises qui se développent au niveau des smart cities dans nos espaces. Donc, c'est le moment, en fait, de positionner ces jeunes-là qui deviendront demain des Aliko d'un côté, bon, qui n'est pas dans le numérique forcément, mais de porter des porteurs de projets qui seront les Zuckerberg de l'Afrique de demain, l'Afrique francophone de demain. Donc, il est très important que nos pouvoirs publics comprennent cela afin que nous puissions développer autour du numérique une jeunesse qui a envie de se lancer dedans parce qu'ils voient que demain, ce sera un levier porteur et quelque chose qui leur permettra, excusez-moi encore de parler de manière basique, de payer leurs factures. Parce que c'est de ça qu'il s'agit à la fin de la journée, que nos pouvoirs publics mettent cet écosystème-là en place, enfin permettent cela, parce qu'on a déjà la matière grise, il y a déjà des innovateurs, nous permettent à ces jeunes-là, aux moins jeunes aussi qui portent des projets dans ce sens-là, de pouvoir se réaliser. Merci, merci à tous les deux. Merci notamment parce que vous avez bien voulu vous rendre disponible, dégager quelques minutes, quelques heures de votre temps, notamment en plein week-end, pour nous honorer de votre présence en tant que speaker, panéliste sur ce café juridique placé sous le thème comment faire des villes africaines des smart cities. Nous sommes parvenus au terme de l'échange qui a été, tout au moins de mon point de vue, fortement enrichissant, fortement édifiant. Nous espérons pouvoir renouveler avec vous sur d'autres panels ou alors autour d'autres thématiques l'expérience au cours de l'année 2023. Et encore une fois, merci à tous les deux. Et une fois de plus, également, meilleurs vœux pour l'année 2023. Merci beaucoup. Et je voulais juste pour vous encourager à vraiment continuer ce type de café juridique, c'est très important. Continuer à bosser dans ce sens-là parce que nous avons vraiment besoin de ce type d'initiative